Ah, bonjour, bonjour et bienvenue à la première table ronde sur les enjeux des directions achats organisée par Credit Safe. Les directions achats face à la crise, c'est le sujet qu'on vous propose aujourd'hui. Comment anticiper, qualifier, mesurer les risques de défaillance des fournisseurs, qu'ils soient financiers ou rupture de la chaîne d'approvisionnement? C'est précisément la question que nous allons poser aux experts qui sont présents aujourd'hui. Alors, Credit Safe a invité 4 partenaires technologiques. Avant donc de lancer la table ronde, petite information pratique. Eh bien, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, que vous aurez donc accès au replay et que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou le Q&A. Voilà, quelques informations pratiques. Donc, accueillons tout de suite et sans plus attendre nos invités. Et vraiment, merci à tout le monde d'avoir répondu présent à cette invitation, à cette première table ronde organisée par Credit Safe. Nous accueillons Maurice de Perangousta, Jérôme EasyPix, Mochine de SignerTrade et Driss d'Axicop. Je vous laisse vous présenter et également présenter votre entreprise. On peut démarrer tout de suite par Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour à tous. Merci Diane. Merci pour cette introduction. Maurice Amoir, je suis directeur associé chez Perangousta. Perangousta, c'est le spécialiste français du pilotage de la performance achat. Nous sommes un éditeur spécialisé donc sur le pilotage des plans d'action achat et de la mesure de la performance. Nous sommes aujourd'hui un éditeur basé à Lyon, présent à travers le monde, avec 35 collaborateurs et aujourd'hui plus de 120 clients. Nous sommes identifiés dans le 52 Know comme un acteur important de la transformation digitale. Et notre mot d'ordre, c'est d'apporter vraiment une solution qui soit utile, pratique. Notre vocation, c'est d'avoir une solution made by buyers for buyers, donc vraiment dédiée à la fonction achat. Merci Maurice. Jérôme. Bonjour à tous, Jérôme Dalin, je suis le fondateur d'EasyPix et ancien acheteur de métier. Nous sommes une entreprise qui a 17 ans d'âge, nous sommes 30 personnes aussi. Notre métier socle est ce qu'on appelle l'analyse de la dépense, ou si je devais prendre un mot anglais, le spend analysis. Avec une singularité, c'est que nous délivrons à nos clients un clé en main, à savoir les données issues de toutes les instances de RP à l'échelle mondiale, sur laquelle on pose des traitements pour normer toutes ces données qui souvent sont bien hétérogènes. On y ajoute aussi des couches d'enrichissement de nature de données. Et d'ailleurs, à cet effet, on travaille souvent avec Credit Safe. Et on encapsule le tout dans une plateforme SaaS dédiée, bien évidemment, sur laquelle se connectent aujourd'hui un peu plus de 30 000 utilisateurs vers nos 50 clients, 50 grands groupes clients qui ont souscrit donc, à leur analyse de la dépense. On a une petite particularité un peu obsessionnelle, à savoir la justesse des chiffres. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons d'un point de vue technologique, d'un point de vue qualité de traitement des données pour que les chiffres, donc les dépenses présentées dans notre plateforme soient justes, car les acheteurs connaissent leurs chiffres et rien de plus terrible que d'utiliser un outil dont les chiffres ne sont pas les bons. Ils seraient forcément abandonnés. Donc, c'est une obsession chez nous, la justesse des chiffres, qui est acquise par un traitement humain des données. Nous avons des opérateurs physiques qui traitent les données, plus des robots assez puissants d'intelligence artificielle. Et puis, autour de tout cela, on enrichit de multiples dimensions d'informations avec Credit Safe, des informations capitalistiques, financières, la solvabilité et depuis quelque temps, tout ce qui est lié à la conformité, donc Sapin 2, la RGPD, la RSE, les obligations de vigilance et le réseau social électronique, l'intermédiation électronique entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. Merci voilà Jérôme. Ouais, merci. Je vais prendre la suite. Bonjour à tous et merci de participer à cette table ronde. Donc moi je m'appelle Driss Rajdi, je suis fondateur et dirigeant de la société Axiscope, une société qui existe depuis un petit peu plus de 8 ans maintenant et qui
commercialise, développe. Notre métier est simple, nous développons et nous commercialisons des solutions de gestion des achats et de gestion de la qualité, avec une volonté qui est vraiment d'apporter un service sur la chaîne de bout en bout à nos clients, en partant très en amont de la feuille de route des achats, en passant par tout ce qui concerne la gestion des fournisseurs, le processus d'homologation, les appels d'offres. Depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, nous avons aussi des solutions en matière de gestion de l'e-procurement et de la dématérialisation. Une des particularités probablement de la société est de s'être intéressé aussi très tôt à la gestion du risque et à la qualité. Donc avec des modules aujourd'hui qui sont éprouvés, mis en œuvre dans des secteurs aussi exigeants que l'automobile, l'industrie de l'énergie ou la pharmacie. Alors, on a évidemment une impétence toute particulière pour la gestion du risque et on en parlera tout au long de cet l'échange de ce matin, qui est effectivement au centre aujourd'hui de la préoccupation des fournisseurs. Et notre conviction, c'est que face à la masse d'informations, à la diversité des activités de l'entreprise, eh bien, un outil de bout en bout et particulièrement solide sur la capacité à s'intégrer avec des fournisseurs de données externes, dont CreditSafe fait partie, est une des clés pour effectivement sécuriser la chaîne d'approvisionnement et limiter le risque fournisseur. Merci Driss. Alors, veuillez nous excuser, nous avons quelques petits problèmes techniques. Alors, et puis, nous avons aussi Moshin qui est avec nous aujourd'hui. Il a eu également un problème de transport. Moshin, si tu peux te présenter, peut-être présenter un peu Saneur Trade. Et puis, nous reviendrons, nous te posons des questions à la fin de ce webinaire, si tu le souhaites, si c'est plus pratique pour toi. Bonjour, Messine Bekaoui, je suis avant-vente chez Saneur Trade et membre du comité de direction. Saneur Trade, société qui permet d'offrir des solutions, qui permet de gérer les dépenses des entreprises, les fournisseurs, les appels d'offres, la contractualisation ainsi que le process d'approvisionnement. Un éditeur de logiciels qui existe depuis une vingtaine d'années et qui permet aux entreprises donc de participer à l'amélioration de leur processus pour les cadrer, les optimiser et suivre leurs dépenses. Merci beaucoup, Moshin. Donc, voilà. En revanche, voilà, si tu pouvais peut-être éteindre ton micro parce qu'on a… Il est éteint. D'accord, merci beaucoup, Moshin. Eh bien, sans plus attendre, démarrons cette table ronde. Alors, elle va se passer en 2 étapes. Nous allons revenir sur les derniers chiffres du baromètre CreditSafe et puis nous rentrerons dans le vif du sujet suite aux résultats du baromètre avec la table ronde et nos invités. Alors, sans plus attendre, regardons, voilà, le baromètre CreditSafe. Comme vous le savez, CreditSafe publie et édite un baromètre tous les trimestres. Ça nous permet de faire le point de façon très régulière sur des indicateurs et notamment des signaux faibles qui permettent aux entreprises qui utilisent les données CreditSafe de pouvoir anticiper le risque de défaillance de leurs tiers, que ce soit des clients ou des fournisseurs. Nous regardons de près donc la défaillance, le comportement et les délais de paiement. Nous suivons les privilèges, les procédures collectives et les contentieux. Alors, un petit tour d'horizon, quels sont les derniers chiffres? Effectivement, donc je rappelle que la défaillance, on n'a jamais été aussi bas. C'est vrai, en fin 2020, nous avons clôturé l'année avec 32 000 défaillances sur cette année. Effectivement, il y a eu un arrêt brutal, on va dire, et on connaît les raisons, le Covid, et puis l'arrêt de l'activité des tribunaux de commerce ont fortement ralenti, effectivement, et manque de visibilité sur ce point. Néanmoins, juste un petit horizon, la défaillance, faut savoir que sur ces 10 dernières années, on enregistre environ 52 000 défaillances par an. Voilà, comme je viens de vous le dire, nous étions à 32 000 en fin 2020. Pour le premier semestre, le premier semestre de 2021 suit la tendance de l'ère Covid de l'année 2020 et nous enregistrons environ 2000 défaillances par mois. Voilà. Au niveau du comportement de paiement, le comportement de paiement, aujourd'hui, on regarde, on a analysé la moyenne des délais de paiement sur les entreprises. Aujourd'hui, on peut regarder en fonction de la taille, bien évidemment, cela change, mais nous restons sur environ 19 jours de retard au-delà de la date d'échéance qui
à mon sens, me semble tout à fait quand même correct compte tenu du contexte. En termes de solvabilité, la moyenne des entreprises françaises, on se situe sur un score issu des données, bien sûr, de l'analyse CreditSafe, évalué à 52 sur 100, avec une limite moyenne d'environ 27 000 € attribués aux entreprises sur les encours. Alors évidemment, encore une fois, ce sont des moyennes. Donc, en termes de créances, là, c'est intéressant d'approfondir et de noter parce qu'on a un peu une situation inversée, encore une fois, en fonction des différentes tailles, mais le montant des créances a fortement augmenté sur des petites tailles d'entreprises, mais également, on le constate également sur les grands groupes, où là, on a une explosion, on va dire, sur le montant des paiements, des créances. Au niveau des contentieux, dans 78% des cas, eh bien, ça reste des contentieux liés à des litiges commerciaux et des impayés. Et lorsque l'on regarde évidemment les privilèges, qu'ils soient URSSAF ou Trésor public, là, on peut également apporter aussi de la visibilité. Bon, ça a vraiment augmenté. Nous sommes à plus de 245% d'augmentation sur les URSSAF sur le premier semestre 2021 versus 2020 et 127% d'augmentation des privilèges Trésor public, encore une fois, sur le premier semestre 2021 versus l'année 2020. Alors, globalement, comme on l'a vu, et ça a été vraiment repris de façon importante dans la presse, aujourd'hui, on suit de très près toutes ces indications sur les entreprises françaises, parce que ça donne aussi un éclairage. On a vu qu'aussi, effectivement, ce qui était craint au début de la crise du Covid, au fond, les entreprises françaises, globalement, arrivent à s'en sortir. Certains ont même trouvé des opportunités dans cette situation. Juste un point important qui me semblait important de vous porter aussi à votre connaissance aujourd'hui, c'était de regarder effectivement la rotation des stocks, puisque en plus de ça, voilà, c'est le sujet sur lequel nous allons mener cette table ronde. Globalement, on a des rotations de stocks de marchandises évaluées à 44 jours de chiffre d'affaires. C'est plutôt pas mal. Néanmoins, ce qui a fortement augmenté, c'est la rotation des stocks de produits finis et des produits intermédiaires, où là, on est à plus de 342 jours, où les stocks sont évalués à 342 jours de chiffre d'affaires. Là, je ne vous cache pas que c'est quand même colossal. On voit qu'il y a sur certaines activités, encore une fois, ça reste des moyennes, où on a du mal à écouler certains stocks. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu tout ça et on va surtout essayer de comprendre maintenant, en rentrant dans le vif du sujet de la table ronde, qui va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, je vais interroger nos experts et nos invités sur leur vision et puis également sur la mission. Donc, un côté vraiment très stratégique et un côté plus opérationnel. Voilà les 2 temps forts de cette table ronde. Et démarrons tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, puisque en contexte de crise, les entreprises se tournent vraiment davantage vers les achats pour réduire les coûts, gérer et optimiser les flux d'approvisionnement, mais elles doivent également sécuriser la relation fournisseur. Donc, c'est bien le sujet qui nous réunit aujourd'hui, assurer l'approvisionnement et également respecter les standards de production, à savoir comment effectivement produire avec le degré de qualité requis, au prix demandé et également dans les délais, puisque les délais, c'est la question, c'est vraiment un point très important sur cette expertise. Alors, première question, quelle est votre vision aujourd'hui du marché? J'aimerais faire un petit tour de table et que chacun puisse apporter un élément de réponse sur votre vision du marché aujourd'hui, sur l'activité et l'e-procurement. Eh bien, commençons peut-être par Maurice, puisque nous avons commencé par toi tout à l'heure. Eh bien, je te laisse reprendre le fil. Merci Diane. En liaison avec ce que tu viens d'indiquer sur des tendances marquantes aujourd'hui, post-Covid, j'espère qu'on est réellement post-Covid entre parenthèses. Pour moi, il y a 3 axes majeurs. Le premier, c'est la maîtrise de la supply chain. Évidemment, la situation a souligné l'importance
de la continuité de la relation avec les fournisseurs. Et c'est un élément déterminant. Le deuxième élément, c'est le pilotage des coûts. On voit que aujourd'hui, la dimension coût et la dimension notamment maîtrise de l'inflation, puisqu'une inflation qui est potentiellement importante dans les mois qui viennent, elle a déjà démarré aux États-Unis en particulier, on le constate, va être un élément aussi important de la sortie de crise et une attente forte vis-à-vis de la fonction achat. Et la dernière dimension, c'est le fait que les achats sont attendus maintenant sur la maîtrise de dimensions multiples dans les organisations. On va parler de RSE, on va parler de bilan carbone, on va parler de dimensions d'innovation. Toutes ces dimensions maintenant doivent être complètement intégrées dans l'activité des achats, dans la stratégie achat. En synthèse, les achats sont clairement sous les projecteurs aujourd'hui et il nous appartient, nous en tant qu'éditeurs, de les accompagner au plus près sur ces enjeux-là. En tout cas, c'est à mon sens les enjeux qu'on a immédiatement sur notre feuille de route. Merci Maurice. Jérôme, Driss, voulez-vous apporter quelle est votre vision, vous Donc Jérôme, si je prends la suite de Maurice, parce que Maurice me permet une bonne transition. Je suis en préparant cette réunion, j'ai interrogé les grands directeurs achats de nos clients, et moi, la constante que j'ai partout, c'est l'inflation. Aujourd'hui, les acheteurs n'ont qu'un objectif, c'est essayer de contrer cette folle inflation qui est en place. J'ai eu un client ascensoriste il y a quelques jours au téléphone. Aujourd'hui, les conteneurs venant de Chine passent de $2 000 à $15 000. Et tout y va à la même niveau avec, on ne le sait pas forcément, mais beaucoup de Covid en Chine, beaucoup de Covid dans les ports et beaucoup de salariés chinois qui ne sont pas au poste, d'où des délais qui s'annoncent et je dirais presque on prend les produits à tout prix. Donc en fait aujourd'hui, moi ce que je vois c'est que les équipes achats n'ont qu'un mot d'ordre, c'est contrer ça. Et malheureusement, peut-être pour nous, mais les outils passent en deuxième ou en troisième priorité. Avec des stratégies, et on en revient aux basiques, je veux dire, des achats, avec des stratégies de redesign to cost, puisque il faut absolument contrer cette inflation, donc il faut absolument repenser la façon dont les produits sont manufacturés, sont construits, avec probablement de l'approvisionnement beaucoup plus local, ce qui va dans l'air du temps, et je fais la jointure avec ce que disait Maurice, sur tous les sujets de RSE. Donc repenser ces produits, essayer d'en réduire le coût de fabrication, se remettre en œuvre. Donc ce qui veut dire derrière connaître parfaitement sa cartographie des fournisseurs, savoir quels sont les fournisseurs stratégiques qui rentrent dans tel ou tel produit, ceux qui peuvent bloquer des chaînes, et puis focuser énormément sur le sourcing. C'est un point fondamental pour les acheteurs, le sourcing, et on n'a pas le temps de se pencher sur ce sujet-là. Et bien là, ce temps-là, il est revenu. Il faut trouver des sources proches qui sont capables de nous accompagner dans ce redesign to cost et essayer de contrer impérativement cette inflation qui est un effet ciseau, parce que si le prix de vos matériaux produits ou de vos services augmente et que vous n'arrivez pas à vendre le prix du produit vendu, eh bien, vous réduisez essentiellement votre marge et vous avez de moins en moins de marge de manœuvre, justement. D'accord. Donc aujourd'hui, pour moi, le focus des achats, la préoccupation, c'est avant toute chose l'inflation. Est-ce qu'on voit une tendance qui pourrait se dire qu'effectivement les entreprises aujourd'hui commencent à ressourcer des fournisseurs locaux et justement pour pallier à certaines contraintes? Est-ce que Driss, voilà, sur cette question du marché, tu aurais quelque chose à apporter? Oui, alors là, ce qui est très paradoxal, c'est que cette crise du Covid d'abord a montré qu'il pouvait se produire des défaillances des approvisionnements très significatives, ce qu'on n'avait probablement quasiment jamais vu à cette échelle. Et en même temps, ça c'est l'effet positif, c'est que ça a mis en évidence l'importance de la fonction achat, peut-être dans une dimension un petit peu plus proactive, plus de gestion du risque. Alors, nous, ce qu'on constate chez nos clients, parce qu'on est très implanté dans le secteur industriel, que ce soit l'automobile, l'ingénierie ou l'énergie et les services, alors plus que l'inflation, mais peut-être que ça arrivera dans quelques mois, ce qui préoccupe aujourd'hui nos clients, c'est d'abord la gestion de la pénurie, plus que l'augmentation des prix d'ailleurs, parce que dans l'électronique,
ça se traduit concrètement par des usines qui ne peuvent pas fonctionner à plein. On l'avait vu pendant la crise avec ce qui s'est passé avec la crise sur les masques. Il y a concrètement aujourd'hui dans l'électronique, il se passe quasiment la même chose et les entreprises se battent pour avoir des produits. On a même un client chinois, pour le coup, qui aujourd'hui nous sollicite pour l'aider à être plus présent auprès du marché français. Le deuxième élément, c'est effectivement cette rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, on en a tous parlé, on a tous intégré cela dans notre gestion des risques, mais là, on s'aperçoit que ça peut avoir un impact d'abord mondial et deuxièmement, que ça peut totalement bloquer les entreprises. Juste pour illustrer, on a des clients qui ont des usines en Chine, qui ont des usines en Europe et en Italie, par exemple, et qui ont des usines en France. Dès que la crise a commencé, on s'est aperçu que les pays européens avec les produits intermédiaires n'étaient plus approvisionnés parce que le yuan était bloqué. Et puis très vite, les usines ont fermé en France. Donc je pense que ça, c'est vraiment une leçon que l'on doit retenir de cette crise, c'est qu'effectivement, on peut totalement bloquer une économie. Et aujourd'hui, le deuxième élément important au-delà de la pénurie ou de le risque sur l'approvisionnement, et je pense qu'on est dans le sujet, c'est les défaillances des entreprises. Alors Diane, les chiffres que tu montrais tout à l'heure ont l'air plutôt positifs, mais ils le sont parce que l'État s'est mobilisé. Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise qui a quelques fournisseurs, voire fait du mono-sourcing, eh bien la défaillance de ces fournisseurs est vraiment critique. Donc nous, ça c'est j'allais dire la troisième préoccupation. La quatrième qui est en train d'arriver, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos clients, alors sur un sujet d'ailleurs sur lequel ils n'étaient pas très sensibles, commencent à beaucoup s'intéresser aux fournisseurs de rang 2 et de rang 3. En l'occurrence, la sous-traitance peut avoir un impact sur la chaîne, dans la mesure où si j'achète un fournisseur qui est en Italie, mais qui lui-même s'approvisionne en Chine ou en Turquie, bien, quelque part, ça a directement un impact sur nos entreprises. Donc, en gros, là où avant, on s'appuyait beaucoup sur la réduction des coûts, le sourcing low cost, la recherche du meilleur prix, et c'est ce qu'on a toujours d'ailleurs demandé aux acheteurs depuis 50 ans, eh bien aujourd'hui, on voit ces éléments-là changer et on demande aux fournisseurs, aux acheteurs, aux professionnels des achats, d'apporter plus de fiabilité, de la réactivité, et tout ça, bien sûr, couplé avec de la qualité qui est l'élément de base, et de plus en plus peut-être de l'innovation sur tout ce qui peut permettre, encore une fois, de sécuriser cette chaîne d'approvisionnement. Très bien, merci Driss. Oui, Driss, donc effectivement, j'avais une question qui me venait. Quelle solution au fond? Parce qu'on voit bien qu'il y a deux grandes tendances, deux grandes préoccupations. C'est à la fois effectivement sécuriser la chaîne d'approvisionnement, pouvoir s'approvisionner d'ailleurs et éventuellement sourcer, réduire ses coûts en essayant de sourcer des fournisseurs plus au niveau local. Et d'un autre côté, c'est continuer de travailler avec les fournisseurs avec lesquels les entreprises sont déjà en relation, mais faire face à des défaillances potentielles. Et donc, quelles solutions les entreprises peuvent-elles apporter aux fournisseurs justement en difficulté? Donc, on voit bien le rôle effectivement des achats qui tient une place, à mon sens, vraiment stratégique auprès des directions générales et qui est vue encore plus comme une créatrice de valeur aujourd'hui. Alors, quelles seraient ces solutions pour aider ces fournisseurs en difficulté aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un pourrait… est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées, justement? Alors, juste, je poursuis et je laisserai rapidement la parole à mes autres confrères. Alors, les risques, d'abord, le risque fournisseur, il peut être d'ampleur et de catégories très, très différentes. Alors, on a des risques financiers, des risques de corruption, des risques de non-qualité, de rupture, etc. Et toutes les entreprises sont concernées. Par contre, celles qui ont un éventail de segments d'activité assez large peuvent probablement être beaucoup plus exposées à un risque fournisseur. Et il est aujourd'hui quasiment impossible d'opérer, je pense, une bonne gestion des fournisseurs et du risque sans avoir d'abord une bonne connaissance de ces fournisseurs. Et donc, c'est vraiment le strict minimum. Et quand on parle de connaissance, c'est de la plus basique, qui sont mes fournisseurs, qui sont potentiellement mes prospects, quel est le segment sur lesquels ils interviennent, quel est le montant de la dépense.
et à des informations beaucoup plus poussées, d'ailleurs qui ne se résident pas uniquement dans nos solutions à nous, éditeurs, mais que l'on doit aussi chercher auprès de fournisseurs de données comme CreditSafe. Par exemple, mon fournisseur, travaille-t-il avec des entreprises dans des pays à risque? Est-ce qu'il exploite des minéraux de conflit? On sait qu'il y a une réglementation très forte là-dessus. Est-ce qu'il a déjà été condamné pour des raisons éthiques et ainsi de suite? Et donc, je pense que au-delà de la solution, j'allais dire, de gestion du fournisseur, eh bien, il faut aller chercher les bonnes informations à la fois sur le plan éthique, financier, approvisionnement auprès des spécialistes, et il y en a aujourd'hui beaucoup sur le marché. Il faut aussi consolider ces informations avec les données internes et potentiellement l'enrichir avec toute démarche interne de qualité de type des audits renforcés. Et effectivement, alors nous, chez Axiscope, on estime que une chaîne de bout en bout, une chaîne achat digitalisée de bout en bout, permettant de répondre à la gestion du risque fournisseur depuis l'identification du prospect jusqu'à, j'allais dire, la réception des livraisons est un des éléments qui est de nature à favoriser une efficacité et puis surtout une meilleure sécurité. Ben merci, oui. Alors, ben voilà pour le tour d'horizon sur la vision du marché. On va peut-être passer tout de suite justement à la deuxième partie de notre table ronde qui va être plus sur le côté opérationnel. On a déjà apporté quelques éléments de réponse sur ce qu'on vient de dire. On peut retenir donc les principaux enjeux des directions achats aujourd'hui, comme on vient de l'évoquer, réduction des coûts, optimisation des coûts, productivité, agilité, transparence. Effectivement, besoin de collaborer, de partager et effectivement de mutualiser notamment les données, comme on vient d'évoquer, et de l'interopérabilité. Alors, en résumé, on va retenir qu'aujourd'hui, ce dont ont besoin les directions achats, ce sont d'une technologie, de la donnée, de l'information pour justement évaluer, sourcer, trouver, identifier, et également de l'accompagnement. Donc, passons tout de suite à notre deuxième volet de cette table ronde, le comment on va pouvoir effectivement accompagner ces directions achats. Donc, je vais encore me tourner vers vous, qui va pouvoir répondre. Je vous laisse librement. Comment continuer donc à réduire les coûts sans mettre à mal ses fournisseurs et sécuriser ses flux? Comment identifier, anticiper? Voilà. Quels sont les outils concrètement et comment vous accompagnez les directions achats aujourd'hui dans ces enjeux? Est-ce que… J'enchaîne. Merci Diane. Juste pour synthétiser, moi je retiens en effet ces deux axes majeurs qui doivent être suivis aujourd'hui, la sécurisation de la supply chain d'une part et la maîtrise des coûts d'autre part. Il y a un certain paradoxe dans ces deux axes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte est terminé. Ce qui est attendu aujourd'hui de la fonction achat et des organisations, c'est de retrouver, d'assurer un niveau de performance suffisant pour pérenniser les organisations, sachant que, en effet, les aides vont s'achever. On va être confronté probablement à une vague de défaillance chez les fournisseurs et chez les entreprises en général. Tout ça, il faut le prévoir, il faut l'anticiper, il faut travailler dessus. La traduction sur les outils, à mon sens, aujourd'hui, c'est la nécessité finalement des outils de coller encore mieux au métier achat, d'être encore plus opérationnel sur ce qu'il propose, d'être encore plus proche des utilisateurs, et d'avoir finalement une vision la plus immédiate possible sur l'activité. La deuxième dimension, c'est la dimension d'intégration. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de consolider des données, de donner de la vision, de la visibilité aux acheteurs sur les différentes dimensions. Ça passe par l'intégration avec des éditeurs de données, entre éditeurs de solutions achats. Nous, on est vraiment très attentifs à ça. On croit fondamentalement aujourd'hui que les nouvelles technologies permettent d'aller vers davantage d'intégration et plus facilement d'offrir à chaque entreprise la possibilité de construire sa feuille de route digitale en fonction de ses besoins. Et puis la dernière dimension, et qui est directement issue des notions de coût, c'est la pression sur le retour sur investissement, la pression sur la performance des solutions en termes économiques, en termes de valeur ajoutée, et la mesure concrète et continue de cette performance, de cette valeur ajoutée. Ça, c'est un des axes que nous, on a retenu pour les prochains mois et les prochains développements. Merci Maurice. Jérôme, peut-être tu pourrais compléter. Donc,
c'est vrai que là, on vient de parler donc de technologie, de données. Donc, du coup, il y a ce qui manque aussi, c'est de peut-être faire un rappel sur les indicateurs. Quels sont les indicateurs et comment sont-ils aussi peut-être construits? C'est peut-être plus ta partie sur quels sont les indicateurs à suivre. Si on devait donner des conseils aujourd'hui, quels seraient ces indicateurs? Je ne sais pas quels seraient vraiment les indicateurs parce que, en définitive, chaque client, en fonction de son secteur d'activité, a ses indicateurs et ses façons de voir les choses. Je dirais que nous, on ne croit plus du tout aujourd'hui aux outils standalone installés chez les uns et les autres. On croit vraiment au partage et à la mutualisation générale. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend LinkedIn, on a tous un compte et puis on accède exactement à la même plateforme et puis on se rend compte, on échange, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on est en train de construire dans les achats. On est en train de construire le plus grand réseau social inter-entreprise possible sur une même plateforme. On peut même imaginer que plusieurs donneurs d'ordre se mettant ensemble pour discuter avec plusieurs fournisseurs, échanger des documents, des plans, évidemment échanger tous les éléments de conformité et chacun sur cette plateforme pouvant définir ses propres indicateurs, que ce soit effectivement la complétude de la conformité, qui est un sujet extrêmement important, surtout quand on est en train d'aller chercher des nouvelles sources pour contrer un peu toute cette histoire d'inflation. Il ne faut pas en oublier les lois de conformité qui concernent la corruption, la RSE, la RGPD, très gros sujet, et bien sûr les obligations de vigilance. Donc les indicateurs, ils peuvent être à plein d'égards. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un très fort focus sur la conformité et la mesure de l'inflation et de fait comment on arrive à contenir cette pression et comment on arrive, je ne vais même plus parler d'économie parce que je crois qu'on n'en est plus là, et surtout être plug and play. C'est-à-dire qu'on arrive, on prend son login, son mot de passe et on est dans une plateforme sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit chez soi qui donne tout l'environnement technologique dont on a besoin avec bien sûr les datas à l'intérieur qui sont toutes calibrées, qualifiées et très propres et enrichies par les dimensions que l'on prend, celles que l'on veut. Voilà la pure intermédiation et le pur échange entre les parties. Merci Jérôme. Donc je vois que Moshine est revenu. Enfin, excusez-nous pour ce direct, il y a quelques petits soucis. Peut-être Moshine, tu pourrais apporter quelque chose. Alors pour te résumer, on a fait un petit tour du vif du marché et puis également on a évoqué essentiellement les trois grands besoins des directions, au fond, de beaucoup de directions de métiers dans les entreprises, qui est de disposer de technologies, d'informations et de conseils, d'accompagnement. Donc, avant de revenir quand même sur le sujet de la conformité, parce que la conformité est un sujet très important pour cette direction métier, la direction achat, on y reviendra, il y en a deux, on y reviendra peut-être avec Driss, Maurice et Jérôme tout à l'heure. Moshine, je te laisse peut-être nous donner ta vision par rapport aussi à votre activité chez Sinortrade, comment vous accompagnez aujourd'hui les directions achats et ce que vous avez pu constater avec elles. Oui, donc bonjour, excusez-moi pour les petits problèmes techniques. J'écoutais, j'entendais tout ce que vous disiez. Donc du coup, par rapport à la vision du marché, en fait, ce que l'on constate chez Sinortrade, c'est qu'en fonction des périodes, on ne va pas gérer le risque et la donnée de la même manière. Et à chaque période, sa thématique. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on gérait la RGPD. La loi Sapin. Cette année, avec le Covid, on va gérer plus toute la partie sécurisation de la relation avec le fournisseur, que ce soit tant sur l'approvisionnement, comme Maurice le disait, que sur l'inflation, comme Jérôme le disait également. Mais c'est vraiment comment sécuriser la relation et le fait que notre fournisseur va pouvoir travailler avec nous dans les mois à venir et dans les années à venir. Donc pour cela, ça va se passer comment? Ça va être accompagner le fournisseur à pouvoir vivre avec un prix ajusté, c'est-à-dire qu'en termes d'inflation, les entreprises se doivent aujourd'hui de pouvoir augmenter les prix, même si ceux-ci ont été négociés dans le cadre de contrats. Certaines entreprises ne peuvent pas rester avec des prix négociés il y a 2 ans et ne pas accompagner leurs fournisseurs, sinon c'est la fermeture de ceux-ci. Derrière, tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement, etc., c'est la même chose. De nombreuses ruptures de chaînes d'approvisionnement qui empêchent les capacités de production. Et nos outils, qu'ils travaillent tous ensemble ou de manière isolée,
vont aider ces entreprises justement à obtenir le bon prix du marché au travers d'outils de sourcing pour pouvoir négocier et réajuster les prix marché, mais vont pouvoir également de collecter la donnée pour pouvoir justement anticiper et donner des visions de négociation ou de renégociation de certains produits et services. Donc un sujet qui est important, c'est la provenance de cette donnée, comment on va utiliser cette donnée, donc toute la partie gouvernance de la donnée. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en entreprise, un des postes qui est très très important, c'est les postes de CDO, c'est-à-dire de Chief Data Officer, qui va permettre de récupérer toute la donnée pour pouvoir sécuriser la relation avec le fournisseur et les prix négociés. À partir de là, c'est très bien et c'est facile à faire lorsqu'on a très peu de données, très peu de fournisseurs. Mais lorsqu'on se retrouve avec des milliers de données, des milliers de fournisseurs répartis dans le monde entier, quand je dis des milliers, ça peut dépasser les 200 000, les 300 000, les 400, 500 000 selon les clients et en fonction des secteurs d'activité. Là, on se doit d'avoir des outils qui sont très très puissants pour pouvoir homogénéiser toute la donnée en provenance des différents fournisseurs tiers, en provenance des différents ERP qui n'ont peut-être pas les mêmes versions, les mêmes langages et autres. Et nos outils sont là justement pour consolider cette donnée-là, donner une vision pour pouvoir l'interpréter et faire à la fois du prédictif et apporter des solutions. Donc, la relation avec les tiers est très, très importante. Avoir de la donnée, c'est très, très important, mais avoir de la bonne donnée en entrée pour pouvoir donner les bons indicateurs en sortie, c'est très, très important. Et ça, chacune de nos solutions ici présentes vont nous permettre justement d'apporter ces solutions et d'accompagner à la fois le client et à la fois le fournisseur. Et l'intelligence est dans l'outil va l'apporter, mais elle proviendra uniquement de la manière dont elle sera définie par les acheteurs et en collaboration avec les fournisseurs. Merci Moshine. Effectivement, des fonctions très importantes que l'on voit apparaître au sein des organisations. J'ai vu, Jérôme, que tu avais réagi. Est-ce que tu voulais peut-être apporter quelque chose sur la fonction de Chief Data Officer? Oui, parce que dans tous les sujets de conformité, nous, du moins chez EasyPix, c'est notre filiale Biréputation, avec lesquelles on constitue donc ce fameux réseau social entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. Il devient extrêmement préoccupant de savoir ce que font les fournisseurs des données personnelles de leurs donneurs d'ordre. Alors je vais dire de rang 1, mais potentiellement de rang 2, puisque parfois on a des fournisseurs qui travaillent pour un donneur d'ordre, mais en fait pour le compte d'un grand industriel ou d'un grand ensemblier. Et il est tout lieu donc de savoir ce qui est fait de toutes ces données personnelles, savoir si les registres de traitement sont en place, si la sécurité informatique est en place, et si jamais on se fait hacker ces listes de données personnelles, eh bien, comment fait-on pour prévenir les gens? Quelles sont les procédures? Où sont sauvées les données? Bon, etc., etc. Le sujet devient d'une extrême importance et on sait que le marché des fournisseurs, surtout les petites entreprises, ne sont peut-être pas tout à fait au point, ne connaissent pas forcément tout à fait bien les attendus de la RGPD. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec les clients, on développe des questionnaires, une expertise pour les aider à savoir à connaître l'état des lieux et puis à accompagner, bien sûr, les fournisseurs pour se mettre au carré versus la RGPD qui évolue sans cesse. Donc, pour nous, c'est un des sujets de conformité avec le devoir de vigilance, avec Sapin 2 pour la corruption et avec, bien sûr, le vieux sujet des obligations de vigilance que nous traitons aussi. Oui, tout à fait. Juste pour compléter, je crois que ce qui est important là, c'est l'intelligence métier parce qu'on est tous spécialistes de nos domaines, les acheteurs, les professionnels des achats pour leur processus et nous pour nos outils. Je crois que le véritable et l'enjeu le plus complexe, là, c'est vraiment ce qui est central dans ce graphique, qui est l'intelligence métier, à savoir, d'abord, les risques peuvent être, comme je disais tout à l'heure, de nature très, très variée. Et on va pouvoir les évaluer à la fois à travers le profil du fournisseur, à travers la relation et l'antériorité relationnelle que l'on a avec ce fournisseur,
mais aussi des données externes, hein, le risque pays, la situation géopolitique du fournisseur, par exemple, le risque société, parce que tu posais la question tout à l'heure des indicateurs éventuellement. On peut aussi avoir des risques industriels liés à la localisation du fournisseur, liés à ses capacités de production. Mais je crois que toute la difficulté et l'enjeu, et en tout cas le défi que nous avons en tant qu'éditeur, c'est d'apporter cette intelligence au métier qui va consister à collecter toutes les informations utiles et nécessaires. Et sachant que ça, c'est pas l'enjeu le plus complexe, c'est de la technique, donc c'est nos métiers, mais c'est vraiment d'arriver finalement à agréger toutes ces données, à les associer à des données externes, à en tirer de la valeur qui puisse orienter plus facilement l'acheteur dans son processus décisionnel. Et puis, il y a une dimension importante qui est le collaboratif. Parce que l'acheteur n'est pas seul. En fait, l'achat pragmatique, il a de sens que si effectivement l'acheteur collabore avec ses clients internes, ses prescripteurs, prend en compte aussi la dimension qualité, prend en compte la capacité de production du fournisseur. Et pour nous, en tant qu'éditeurs, nous devons d'apporter à nos clients des solutions qui tirent la valeur optimale de cet ensemble de données et en même temps va leur permettre de les partager plus facilement en interne et collaborer plus rapidement aussi avec leurs prescripteurs. Donc, je crois que c'est vraiment la difficulté pour nous. Et après, sur les indicateurs, je rejoins ce que disait Jérôme, c'est pas tant la définition de l'indicateur, parce que ça, c'est du métier. Et chaque entreprise, une entreprise dans l'aéronautique ne va pas avoir les mêmes indicateurs de risque qu'une société comme Elis qui est dans le sanitaire et dans les services. En revanche, nos outils doivent pouvoir s'adapter, doivent pouvoir produire et aider l'acheteur à bénéficier de tableaux de bord qui soient flexibles, qui puissent être mis à jour en temps réel et qui ne soient pas dépendants finalement de la structure de données externes. On voit beaucoup chez nos clients certaines entreprises, des groupes internationaux, qui se sont constitués à travers des acquisitions, des reprises d'entreprises. Et nous, on a en particulier un client, il a 13 ERP. Donc, vous voyez la complexité quand il s'agit là de gérer du risque fournisseur à l'échelle du groupe, sachant que culturellement, il peut y avoir des priorités différentes en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, dans les pays nordiques, aux États-Unis ou en Chine. Ben, les gens ne réfléchissent pas, ne raisonnent pas le risque de la même manière. Et l'enjeu pour nous, éditeurs, c'est d'arriver à répondre à ça de façon quasi transparente pour l'acheteur, je pense. Si je peux compléter, Diane, par rapport à ce qui vient d'être dit, en effet, il y a une multiplicité, une diversité des origines de données, des dimensions de risque à mesurer, une adaptabilité qui est nécessaire à chaque organisation. Voilà, les outils doivent faire preuve encore plus qu'avant de flexibilité, de capacité d'intégration, d'ouverture, évidemment. Et quand je suis le fil des questions, là, le chat, je constate aussi qu'il y a pas mal de questions autour de l'interaction entre les outils, évidemment. Donc, toutes ces données, pour moi, l'accessibilité à ces données, elle s'améliore aujourd'hui aussi grâce à des gens comme CreditSafe. C'est pas pour faire la pub de CreditSafe, c'est pour dire juste que des gens qui sont capables de collecter des données associées aux risques financiers, à la qualité, au cyber-risque, au risque sécurité aujourd'hui, à la RSE, évidemment, mais plein d'autres dimensions. C'est ça qui va permettre d'avoir une sélection, une sélectivité, une possibilité pour les utilisateurs, pour les acheteurs finalement, d'intégrer les données qui font sens pour eux par rapport à leur environnement ou leur activité. Et notre rôle, c'est de faciliter cet accès-là, c'est d'être vraiment en interface. Aujourd'hui, on est sur des technologies beaucoup plus légères, on est sur des solutions qui peuvent s'interfacer beaucoup plus facilement. Chez Per Angustin, on a plus de 30 API aujourd'hui sur étagère, aussi bien avec des ERP qu'avec des fournisseurs de données. C'est cette capacité finalement à laisser la main à l'acheteur sur les données qu'il va utiliser et finalement à choisir différents acteurs. Ça peut être un CreditSafe pour le risque financier, mais ça peut être un autre acteur, l'un de vos concurrents. Je le dis très ouvertement, là, Diane, on en a déjà parlé. Notre rôle, c'est aussi de donner cette souplesse de choix à chaque client, à chaque organisation pour finalement adapter son environnement par rapport à ses besoins, encore une fois. Oui, tout à fait. Et si je peux compléter, oui, bien sûr. ce qui est important, c'est que
c'est que cette donnée-là, en fait, elle est très très facile à mettre en œuvre et à appliquer. Le plus important est que le client cadre bien exactement son besoin. Et son besoin, en fait, il peut être très très différent entre l'opérationnel qui est sur le terrain et le manager qui souhaite piloter l'activité de ses opérationnels et le top management qui souhaite également avoir une autre vision et un autre pilotage. Donc, à partir d'une donnée, on est capable de l'interpréter de différentes manières. L'objectif est juste de savoir en fait quels sont les attendus de chacun des acteurs qui va utiliser cette donnée-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour travailler avec efficacité et efficience. Ouais, donc de l'adaptabilité, effectivement, on le constate. Et oui, aujourd'hui, les entreprises ont besoin de plus en plus de souplesse et également de répondre à leurs besoins précis, comme tu viens de le dire, Moshine. C'est vrai qu'entre une direction et puis peut-être quelqu'un de plus opérationnel, eh bien, les besoins ne sont pas les mêmes. Et en termes de données, là aussi, ça évolue beaucoup. Nous, on le voit. Nous-mêmes, nous essayons de nous diversifier dans le sens d'aller collecter beaucoup d'informations de nature différente. Credit Safe ou ceux qui produisent de la donnée produisent des données financières, légales, juridiques, de conformité, également économiques. Enfin voilà, on en est tous conscients. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait une belle approche de ces enjeux sur les directions achats. Est-ce que vous souhaitez compléter ou est-ce qu'on peut refaire un dernier peut-être tour de table? La table ronde va toucher à sa fin. J'ai vu qu'il y avait également des questions, mais qui ont été répondues parce que nous avons 2 personnes en support sur le chat qui ont répondu directement aux questions. Est-ce que vous souhaitez refaire un dernier petit tour de table avant qu'on puisse effectivement se dire peut-être au revoir et à une prochaine fois? Moi, je veux bien enchaîner sur ce qu'a dit Mossine. Partir de ses besoins, c'est vraiment l'une des clés, à mon sens, aujourd'hui. C'est vraiment ne pas essayer de coller absolument un modèle. Je ne parle pas simplement d'outils, là, je parle de process. Ne pas coller un modèle tout fait à son environnement. Donc, prendre le temps de réfléchir à ses besoins, se faire accompagner. C'est souvent quand même je ne fais pas la promotion des consultants là, je dis simplement que pour avoir ce temps de réflexion, se faire accompagner par des gens qui ont du recul, c'est aussi souvent une des bonnes recettes. Et puis enfin, pour construire un business case sur une approche digitale, sur une approche outil, il faut vraiment avoir une préparation qui permet à la fois de générer un budget, mais surtout de générer un retour sur investissement. Et c'est fondamental que les clients aujourd'hui exigent de la part des éditeurs de la visibilité sur la valeur ajoutée, sur le retour sur investissement. On doit être très exigeant vis-à-vis de nous par rapport à ça. Nous, on a aujourd'hui les outils pour accompagner les clients sur la mesure au quotidien et au fil de l'eau du contrat, sur la valeur générée, sur le retour sur investissement. Oui, le retour sur investissement, c'est une donnée très importante dans les projets data et technologiques. Est-ce que Driss, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors, encore une fois, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir une approche globale du fournisseur et du risque. Il faut aussi une organisation, parce que là, on a pas beaucoup parlé en tant qu'éditeur, mais en réalité, il faut qu'il y ait déjà une volonté de l'entreprise et d'aller vers la voie de l'identification et de la proactivité dans la gestion du risque. C'est vraiment un choix d'entreprise, même si pour moi, le débat n'existe pas réellement. Et enfin, en tout cas, nous, notre vision, c'est que il faut avoir cette vision et cette logique de chaîne de bout en bout qui intègre les fournisseurs, qui intègre la qualité, qui intègre le sourcing et la gestion du risque. Et c'est dans cet esprit-là que nous développons nos solutions. Et en tant qu'éditeur, je crois qu'un bon éditeur est vraiment l'éditeur qui offre la solution la plus flexible, la plus ouverte et qui sait s'adapter et évoluer et faire évoluer ses clients en fonction du marché ou des contraintes. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire quotidiennement. Merci Driss. Jérôme, Moshine, peut-être un dernier mot? Je veux bien. Voilà. Concernant, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Concernant, alors,
un dernier mot. Ce qui est très très important, c'est que on a parlé du risque, on a parlé d'intelligence, on a parlé d'outils. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que au centre de tout ça, il y a des humains, mais les humains ne sont pas que au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a les acheteurs, il y a les directions, mais il y a également les fournisseurs. Et toutes les informations que l'on va collecter pour piloter le risque en entreprise, etc., on est aussi également en mesure de la partager via nos outils collaboratifs avec les fournisseurs pour les aider à s'améliorer. Donc, cette donnée que l'on arrive à capitaliser, elle peut également servir les fournisseurs pour s'améliorer, pour devenir beaucoup plus efficace et efficient. Et si le fournisseur s'améliore, ça veut dire que l'on limite le risque encouru avec celui-ci. Donc, à partir du moment où on identifie et on anticipe un certain nombre de risques en interne, il est très très important également pour les directions achats de partager cette information-là avec les fournisseurs, parce que les fournisseurs n'ont peut-être pas les moyens de faire ce travail-là. Donc certains de nos clients le font, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à donner des rapports de benchmark concurrentiels par secteur d'activité, par famille achat, par type d'opération à leurs fournisseurs, pour qu'ils puissent ensuite combler le gap qu'il peut y avoir avec leurs concurrents. Et donc du coup, ça permet de sécuriser. Donc ce risque fournisseur et l'importance de la data, nos outils, quels qu'ils soient, arrivent très très bien à le faire. Ensuite, il faut juste choisir où et comment appliquer chacun de ces outils et chacune des fonctionnalités de l'outil pour faire ce travail. Il n'y a pas un outil qui est meilleur qu'un autre, il y a juste comment je vais choisir le bon process à appliquer pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices pour tous. Parfait. Eh bien, Jérôme, un dernier mot ou peut-être… Oui, je veux bien, moi, notre leitmotiv ici chez EasyPix et chez BiRéputation, pour enchaîner un peu avec ce que vient de dire Moshine, c'est que effectivement, par rapport à tous ces éléments de conformité, tous ces éléments d'information sur les fournisseurs, il ne faut pas non plus que tous les donneurs d'ordre demandent la même chose, donc des dizaines et des dizaines de donneurs d'ordre demandent la même chose à un fournisseur. Sinon, ça devient extrêmement chronophage pour les fournisseurs. C'est la raison pour laquelle on croit vraiment à cette histoire de réseau social, un login, un mot de passe, toutes les informations remplies par le fournisseur est disponible pour l'ensemble de ces donneurs d'ordre. La simplification absolue et l'interopérabilité absolue entre les parties prenantes. Très bien. Eh bien, écoutez, je remercie tout le monde, l'audience, nos participants, Driss, Maurice, Jérôme et Moshine, pour cette première table ronde organisée par CreditSafe pour les directions et sur le thème effectivement pour les directions achats. Voilà. Eh bien, le webinaire touche à sa fin. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.